أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est une réflexion sur la vie de Malcolm X. Alors, vous le savez, depuis 1994-1995, date du 40e anniversaire de son assassinat, puisque vous savez qu'il a été assassiné le 21 février 1965, alors qu'il était né le 19 mai 1925, donc il est mort à 39 ans et quelques mois, il n'avait pas 40 ans. Malcolm X est devenu un symbole aux États-Unis de la révolte des ghettos, de la révolte des Noirs contre l'oppression raciste. Avec une connotation tout à fait particulière, il était l'expression de cette révolte souvent agressive, parfois violente. Et c'était l'autre image de la révolte des Noirs, une image assez négative finalement, par rapport à l'image que l'on a faite historiquement d'un être humain qui a marqué les consciences et qui a été le symbole que l'on a voulu montrer comme le seul qui puisse être celui que l'on ait à respecter, à savoir Martin Luther King, symbole de la non-violence et du respect de la lutte pour le droit des Noirs et contre le racisme. S'il est vrai que Martin Luther King a été un symbole dans cette lutte et qu'il n'y a pas à remettre en cause cela, ce qui par contre a été sur le plan historique jusqu'à la réalisation du film problématique, c'est l'image que l'on a laissée de Malcolm X, l'image de quelqu'un qui a été toujours et en permanence violent et agressif, ce qui ne correspond pas à la réalité. En 1995, il y a eu le film de Spike Lee sur Malcolm X, qui est en fait un bon film. Sur beaucoup de plans, c'est un film qui est fidèle à la réalité. Mais c'est un film qui, sur un plan fondamental, pêche par omission. En particulier sur la dernière partie de la vie de Malcolm X, de 1963 à 1965. Ces 2 dernières années où Malcolm X s'est totalement transformé. Et c'est cette transformation que lui a compris comme étant la cause de son assassinat, et non pas ce qu'il a été pendant les 12 années qui ont précédé. Cela n'apparaît pas clairement dans le film, cela n'est pas montré, parce qu'on a voulu y répondre au symbole de ce Malcolm X auquel se sont identifiés des jeunes de beaucoup de banlieues et de beaucoup de cités noires américaines, avec, vous le savez, pendant des émeutes et pendant des confrontations avec la police, la manifestation de cette appartenance sous forme de t-shirt, sous forme de casquettes sur lesquelles il y avait un X étant le symbole de Malcolm X et de cette référence-là. Donc on en a fait une espèce de symbole d'un type de position par rapport à la société. Mais en péchant beaucoup par omission, et vous allez le voir, vous allez entendre ce soir aussi des choses qui ne vous ont pas été dites pour beaucoup, la conscience profonde, des éléments qui ont participé de la conscience profonde de Malcolm X qu'on n'a pas mis en évidence et qui sont pourtant fondamentales. Entre le 19 mai 1925 et le 21 février 1965, Malcolm X, pendant ses moins de 40 années, va vivre 3 moments spécifiques, 3 étapes. Et les 3 étapes se situent à peu près, assez précisément de la façon suivante. Entre 1925
mai 1925 et février 1946. C'est la première partie de la vie de Malcolm X. La première partie de la vie de Malcolm X avec sa jeunesse et avec ce qui va l'emmener en février 1946, alors qu'il n'a pas 21 ans encore, en prison. En prison, il est condamné à une peine de 10 ans. Il n'en fera finalement que 7. Il sortira de prison en 1952. Mais la deuxième partie de la vie de Malcolm X court entre 1946 et 1963. En 1963, deux événements majeurs vont totalement transformer l'homme. Et finalement, nous entrons dans la troisième partie. Elle est courte, mais fondamentale. De 1963 à 1965, Malcolm X vit la troisième étape de son existence jusqu'à son assassinat, comme je vous l'ai dit, le 21 février 1965. Ces trois parties, nous allons les étudier les unes après les autres, mais auparavant, je me permets de dire un mot sur les sources. Une des sources sur laquelle je me suis appuyé, et vous allez voir au courant de l'histoire que je vous raconte, je vais citer à des moments donnés l'autobiographie de Malcolm X, qui est un entretien qu'il a donné à un journaliste, Alex Haley, quelques mois avant de mourir, traduit maintenant en français, et qui est effectivement une réflexion que Malcolm X fait sur sa vie et les intuitions profondes qu'il a sur ce qu'il a été et ce qu'on a fait de lui. Il y a également les speeches de Malcolm X qui sont maintenant écrits en français, quelques-uns en français, mais un grand nombre en anglais. Et il y a aussi, et nous en avons nous-mêmes en Suisse, des cassettes où il s'exprime. Et il y a des vidéos qui ont été faites à partir de quelques éléments, mais surtout des cassettes audio où il s'exprime clairement dans les 12 ans qui vont être ceux de son essentiellement ceux de son engagement dans la The Nation of Islam, la nation de l'islam, sur laquelle nous reviendrons. Et puis il y a aussi une chose qui fait que, en fait, en étant très jeune, à Genève, j'avais entendu parler de cet homme qui avait ébranlé l'Amérique avant toutes ces histoires de films, avant toute cette commémoration de ses 40 ans après sa mort, par mon père, rahimahullah. Parce que quand Malcolm X, en 1963, fait le pèlerinage et revient en Afrique pour aller aux États-Unis, il s'arrête à Genève. Et il aura des discussions longues et profondes, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la réalité de l'islam. On lui avait dit, passe à Genève et vois cet homme. Il y était allé, il y avait eu des discussions, puis une relation très profonde s'était établie. Et mon père, qui s'occupait à ce moment-là du centre islamique de Genève, et en particulier d'un journal qui s'appelait le Muslimoun, lui avait envoyé 10 questions. Il voulait qu'il réponde à 10 questions. Et ces 10 questions, la feuille sur laquelle répond Malcolm X est retrouvée le 21 février 1965 sur sa machine à écrire par son épouse. Il était en train d'y répondre la veille de son assassinat. Il répond à ces questions et c'est sur ce document qui a été ensuite publié dans le Muslimoun, parce que la femme de Malcolm X retrouvera sur la machine à écrire de son mari qui vient d'être tué cette feuille, elle la prendra, la mettra dans une enveloppe et l'enverra à Genève. Ce sera publié dans le Muslimoun en anglais et en français, et c'est dans ce texte-là qu'il dit « Ils vont me tuer parce que maintenant j'ai compris ce que c'était que le véritable islam. I know now what is the true Islam. Et je sais qu'ils vont m'éliminer. » Il avait cette conscience que c'était terminé. Et il enverra, lui il ne l'enverra pas, mais son épouse Betty Shabazz enverra ce document-là et qui sera publié. Et c'est une somme d'informations qui nous est venue comme ceci de différentes sources. Et j'aimerais avec vous faire ce parcours et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont d'un grand enseignement pour nous aujourd'hui en Europe et pour vous particulièrement dans la situation de cette société, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre. Il y a énormément de choses. Le problème avec nous, c'est que nous avons peu de mémoire. Parce que nous n'étudions pas ce qui s'est passé par ailleurs.
Et les choses se répètent et nous, c'est comme si elles étaient nouvelles. Ayant peu étudié l'histoire, nous vivons les choses comme si c'était la première fois et vous allez voir, vous allez entendre Malcolm X se dire des choses qui sont totalement connues pour nous, vécues par nous aujourd'hui et qu'il faut aussi apprendre à analyser pour pouvoir les dépasser, les gérer. En 1964, il est en face d'un homme et il est en train de lui donner son dernier entretien avec une conscience tout à fait claire que c'est bientôt terminé pour lui. Et il écrit à ce moment-là, et il dit à ce moment-là au journaliste qui l'interpelle ceci. Écoutez bien, parce que il y a un certain nombre d'éléments qui sont très très importants, même dans l'utilisation, parce que pour certains c'était tout à fait étonnant, comment on fait un film sur Malcolm X, pourquoi autant de bruit autour de lui, pourquoi tout à coup ce symbole de la résistance violente, et que des Noirs ont porté comme ceci avec des X partout, sur les t-shirts, sur les casquettes, récupération, comme on a pu parfois récupérer des cultures ou récupérer des musiques, on récupérait un symbole. Regardez ce qu'il dit, il n'est pas mort encore, c'est à quelques mois de son assassinat. Je me réveille tous les matins, sachant que j'ai gagné un jour de plus. Je vis comme un mort en sursis. Aussi voudrais-je vous demander un service. Il dit ceci à Alex Haley, qui est le journaliste qui le questionne. Quand je serai mort pour de bon, je le dis parce que je sais, I know it, que je le saurai quand ce livre paraîtra. Et c'est vrai, le livre paraît, Malcolm X est déjà assassiné. Je le dis parce que je sais que je le serai donc mort quand ce livre paraîtra. Quand je serai mort pour de bon, lisez bien les journaux. La presse blanche identifiera Malcolm X à la haine, vous verrez. L'homme blanc se servira de moi mort comme il s'est servi de moi vivant. J'incarne à ses yeux la haine, incarnation commode, car elle lui permet de nier la vérité, de nier que je n'ai fait que tendre à l'homme blanc son propre miroir, afin de lui montrer les crimes abominables de sa race contre ma race. Malcolm X est à quelques mois, et il dit, vous verrez, on va m'utiliser, mort comme je le fus vivant, parce qu'il a l'intuition que même vivant il a été utilisé, vous allez voir comment. Mais il sait aussi que la capacité de cette société à utiliser les symboles, même ceux qu'elle diabolise, elle les utilise. Elle utilise le symbole à son avantage. Et Malcolm X sait que cela se passera. Et quand on voit ce qui s'est passé dans les années 1995, même avec un bon film, même avec la participation de l'épouse de Malik Shabazz, rahimahullah, puisqu'elle est décédée aujourd'hui, et bien même avec sa participation, eh bien il y a une espèce de récupération. Et surtout dans cette espèce de mission de la fin. Alors allons-y. Essayons de voir comment s'est construite cette personnalité et d'où viennent les profondeurs de cet engagement. Et pour cela, il faut revenir à sa jeunesse, à cette première partie entre 1925, mai 1925 et février 1946. Malik Shabazz est l'enfant d'un révérend, Earl Little. Et ce révérend est marié à une femme. Cette femme est également noire, mais avec une touche un peu plus blanche. Pourquoi ? Parce que sa mère est blanche, donc la grand-mère de Malcolm X est blanche, et elle est noire, mais avec une plus légèrement. Et vous allez voir pourquoi c'est important ce que je vous dis. Et son père est vraiment noir. Est vraiment noir et vit ceci, vous allez le voir également, dans la réalité d'une société extrêmement hostile. Et Louise Little va traduire auprès de Malcolm X, parce que de tous ses frères, c'est lui qui a pris la couleur la plus claire. Elle va être plus dure avec lui, pour lui faire comprendre dans quelle société il vit, et qu'il ne pense pas que cette couleur plus légère, qui faisait quand on était moins dur parfois dans l'environnement, ne soit pas considérée par lui comme quelque chose qui soit un avantage. Mais elle l'a poussé à comprendre, dans sa dureté, dit-il,
le fait qu'il était noir et qu'il participait d'une communauté noire. Et Malcolm X, que voit-il? Il voit ses parents, son propre père humilié. Qui intervient avec violence à cette époque? Le Ku Klux Klan. Groupe sectaire, raciste, qui sévit jusqu'à nos jours et qui ne veut pas de noirs et qui allait devant la maison de Malcolm X et lui dit « Allez-vous-en, vous êtes des noirs, vous êtes des parias ». Et lui, il verra son propre père humilié. Il verra même sa maman humiliée de la même façon. Et ce sentiment de l'humiliation des parents dans un univers hostile va rester très très ancré chez lui. Très ancré, et il va développer intellectuellement et affectivement un rejet de cette société. Un rejet de cette société ne veut pas dire encore qu'il ait la conscience d'être noir, qu'il ait la conscience d'être qui il est. Il sait qu'on lui montre qui il n'est pas. Et il sait qu'il est rejeté par cette société. Et cela va être très très profond chez lui. Il sent qu'on humilie ses parents. Et il va y avoir des problèmes dans sa famille et des tensions entre son père et sa mère dans un milieu très très hostile. Et Malcolm X, dans des circonstances troubles et extrêmement difficiles, perd son père. Il a 6 ans. Il a 6 ans et il se retrouve orphelin de père. Et puis il va vivre avec sa maman. Et sa maman, elle se trouve dans une situation extrêmement fragile, seule avec beaucoup d'enfants. La situation va s'aggraver et va s'ajouter à la réalité de l'exclusion par la couleur, la réalité de l'exclusion par la fragilité sociale et économique, la paupérisation, le fait de devenir de plus en plus pauvre pour eux. Fragilité, difficulté de vie, la pauvreté, humilié dans sa couleur, exclu dans le monde de richesse dans lequel il est, et la réalité de la misère intervient dans sa vie. Sa maman a de la peine à faire face à cette situation-là. Elle a de la peine à faire face et elle va entrer dans une secte protestante. Son père était révérend, un pasteur. Elle va rentrer dans les adventistes du 7e jour. Elle entre dans cette secte et puis peu à peu la situation est tellement difficile qu'elle perd le sens des réalités et verse finalement dans la folie. Elle sera internée pendant 26 ans. C'est ça, la réalité de Malcolm X. Exclusion par la peau, la couleur, le racisme. Exclusion, marginalisation par la pauvreté, la misère sociale. Et réalité de l'image des parents qui, effectivement, de ce point de vue-là, est la réalité d'une humiliation. Ce qui, à bien y réfléchir pour beaucoup de ceux que vous connaissez dans les banlieues et les cités de France, d'Angleterre et des pays en Europe, jusqu'à encore aujourd'hui dans les États-Unis, est une réalité. L'humiliation des parents, de voir des parents qui parfois sont humiliés, la réalité qu'on te fait sentir, t'es peut-être pas noir, mais on te fait parfois bien sentir que tu es nord-africain. Et que cette espèce de regard très négatif, très raciste finalement, oui, est une réalité que beaucoup sentent, avec un sentiment de révolte par rapport à cette société-là. Et le premier sentiment de Malcolm X est celui-là. Il sent une humiliation. Et il va sentir cette humiliation très très loin et en vouloir à la société. Et il dit ceci par rapport à cette société dans son sentiment d'exclusion. Écoutez bien parce que vous allez comprendre comment s'articule son rapport à son environnement quand il parle de sa mère. C'est pas rien parce que vraiment, des moments donnés, quand vous le lisez, vous commencez à comprendre aussi des fois ce que vous entendez par rapport à nos sociétés dans le processus d'exclusion. Ma mère en était arrivée là parce que la société avait failli à son devoir, qu'elle s'était montrée hypocrite, avare, impitoyable. À mon tour, je suis sans pitié pour une société qui écrase les hommes. À mon tour, je suis sans pitié pour une société qui écrase les hommes. J'ai rarement parlé de ma mère à qui que ce soit, parce que je me crois capable de tuer quiconque, sans hésitation, toute personne qui ferait à son propos une remarque déplacée.
Alors je fais exprès de ne pas ouvrir une brèche dans laquelle se précipiterait le premier imbécile venu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la société qui a fait ça à ma mère. C'est la société qui a fait ça à ma famille. C'est cette société qui est coupable. Et là, il dit, je suis sans pitié avec cette société. Il développe un sentiment de rejet par rapport à cette société. Et puis il va très loin, il dit, je suis capable de l'extrême si on touche à ma mère. Si on touche même par la parole. Des choses que vous savez entendre chez certains. Attention, il y a des choses auxquelles tu ne touches pas. La société a fait suffisamment de mal pour pas que tu en rajoutes. Évidemment, là, c'est une façon de s'exprimer. N'imagine pas ça n'a jamais été sa perception. Il dit, je reste prudent, je ne voulais pas parler de ma mère parce que je sais que si on touche à ce sujet-là, tout peut exploser. Il se connaît, il sait ce qui le fait bouillonner et il sait en même temps ce qu'il rejette dans cette société-là. C'est une société qui a détruit la réalité de cette dignité qu'il pouvait attendre, ou qu'il pouvait espérer, ou qu'on attend presque naturellement en face de ses parents, ou dans l'expression, dans l'image qu'on a de ses parents. Alors il vit ceci, puis il vit une autre chose. Il vit lui-même la réalité d'une discrimination. Malcolm X est jeune, il est à l'école et il est particulièrement brillant. Ça va bien, c'est un élève intelligent et on le reconnaît. Et il va un jour vers son professeur blanc et il lui dit « J'aimerais faire avocat ». Et le professeur le regarde et lui dit « Malcolm, tu peux pas faire avocat. Tu es noir. On n'est pas avocat quand on est noir. » Et il lui renvoie une image de cette discrimination. Il a les qualités, mais il n'a pas la couleur. Et on le met de côté, la filiation pour le noir, c'est « fais quelque chose pour ta communauté. C'est bien, sois un bon petit noir, mais ne fais pas le travail des blancs. » Ce que certains nord-africains, ce que certains indo-pakistanais en Angleterre, en France, continuent à entendre. Il y a des choses, des filiations qui ne sont pas faites pour les Arabes. Des choses qui ne sont pas faites pour les Indiens ni les Pakistanais. Des choses qui sont faites pour... Et même si on ne te le dit pas de cette façon-là, la notation et même toute la réflexion qu'on a par rapport au cheminement, c'est bien ça, d'orienter dans les filières. Les jeunes qui ont de grandes capacités, mais que ce soit l'école ou les filières, on les oriente. On ne va pas les encourager. Eh bien, Malcolm X est en face de ça. Il a les qualités, mais on lui nie l'accès. Et on lui nie cette réalité-là, et il va se révolter. Mais écoutez bien, parce que beaucoup d'entre vous vont bien comprendre ce que je dis. Vous allez le comprendre si vous êtes en contact avec la base, si vous êtes en contact avec justement ces milieux marginaux, marginalisés, avec nos cités, avec nos ghettos parfois, avec ces banlieues que nous avons ici en France ou partout en Europe. Mais on va même le comprendre pour soi-même. Chacun d'entre nous va sentir, même si c'est à un degré moindre que ce que dit Malcolm X, quelque chose que chacun d'entre nous peut ressentir quand il vit dans cette société-là. C'est qu'il développe intellectuellement, par rapport à cette société-là, un sentiment de révolte. Je n'aime pas cette société-là. Je n'aime pas ce qu'ils demandent de moi. Ils m'ont nié, ils me discriminent. Et une vraie démarche de révolté. Mais en même temps, à côté de ceci, ça ne développe pas forcément un sentiment d'appartenance à une cause noire. Doucement à l'intérieur, il se sent attiré par leur façon de vivre. Doucement à l'intérieur, il sent qu'il y a quelque chose avec lequel il l'attire. Il refuse avec sa tête et se sent attiré avec son cœur. Il a envie d'une certaine façon d'être comme eux. D'une certaine façon, ils réussissent à l'attirer. Un peu comme vous avez des jeunes. Ils peuvent vous dire quelque chose avec leur bouche que nie leur façon de se vêtir. Cette société, c'est n'importe quoi. On lutte, on va pas se laisser faire. Comment t'es habillé? Lacoste, Nike. Le même propos. Ils sont révoltés intellectuellement, totalement soumis culturellement. La même chose, voulant ressembler à cette mode de la tenue vestimentaire, ne comprenant pas que le discours de révolte qu'ils tiennent est contredit par la façon qu'ils ont de s'habiller, la façon dont ils ont de s'intégrer dans cette société-là. Ils confirment quelque chose qu'ils nient. Et c'est le tiraillement parfois, parce que
sans aller jusque-là, pour certains, ils ne vont pas jusqu'à ce raisonnement, ils ne se rendent pas compte. Ces jeunes qui sont là, attention, il faut être bien, comment vous dites en français, sapé. Oui. Il faut Lacoste, il faut Nike, il faut, enfin, tous ces noms-là. Moi, il n'y a que Nike que je connais, et Lacoste, mais il y en a plein d'autres, je le sais. Et de côté, et puis toute cette façon de s'habiller, puis vraiment cette espèce de colonisation par le culturel, même s'il y a une révolte par l'intellectuel, espèce de contradiction que certains d'entre vous, jusque dans cette salle, vivent, n'est-ce pas? Mais enfin, passons. Allons jusqu'au bout de ce qu'il dit lui-même. Il n'a pas encore la conscience de ce que ça veut dire que cette révolte par rapport à cette société-là. Et il dit une chose qu'il ressent comme étant déjà une contradiction, et il dit ceci. Mon attitude, alors, avec ce sentiment d'être attiré, d'avoir envie de ressembler aux autres, était celle des Noirs qui encore aujourd'hui se laissent dire par les Blancs, encore que ça les gêne tout au fond d'eux-mêmes, qu'ils font beaucoup de progrès. C'est bien, tu seras un bon petit Noir, bientôt tu seras un peu blanc. Hein? Ou comme on peut vous dire à vous, c'est bien, tu es un Nord-Africain et bientôt tu seras français. Bientôt tu vas y arriver. Bientôt tu vas t'intégrer, tu vas perdre cette particularité. Et lui dit, cette rengaine, ils l'ont tellement entendu, on leur en a tellement farci le cerveau qu'ils finissent par y croire. Il dit, j'étais dans cette espèce d'attirance comme ça. J'avais intégré ce qu'on me dit. Donc révolte par la tête, mais en même temps aliénation par le cœur, par l'attirance, par une espèce de force d'attraction comme ceci de cette société-là, et il le sent bien. À un point qu'il commence à prendre de la poudre, et il commence à se faire un peu plus blanc. Qu'il prend des produits et il se lisse les cheveux. Parce qu'il faut que ce soit des cheveux pas crépus, pas comme nous là, des cheveux blancs, de blanc. Et il commence à s'habiller comme eux, parce qu'il faut avoir un look blanc. Et en même temps, ça ne le gêne pas d'avoir un discours, et lui, il est dans la même perspective que ceux qu'on voit, jusque dans nos banlieues, cette espèce de même contradiction, d'explosion, d'intégration apparente et de désintégration profonde. Mal. Et regardez ce qu'il nous dit quand il repense à cette époque sur la réalité de cette conscience. Regardez. Ce que je pouvais être ridicule. J'admirais dans la glace un noir avec des cheveux blancs, entre guillemets. Hein, il se les lisse. C'est joli. T'es un peu blanc. Je me jurais de n'avoir plus jamais les cheveux crépus. Et effectivement, je les ai défrisés régulièrement pendant de longues années. Je venais de faire mon premier pas vers la dégradation de soi. J'avais rejoint cette multitude d'hommes et de femmes noirs qui, en Amérique, à force de bourrage de crâne, finissent par croire que les noirs sont inférieurs, entre guillemets, et les blancs supérieurs, entre guillemets. À tel point qu'ils n'hésitent pas à mutiler et à profaner les corps que Dieu leur a donnés pour essayer d'avoir l'air chouette selon les critères des blancs. Être chouette, du style être comme eux. Et il dit, qu'est-ce que je pouvais être ridicule. J'essayais de me faire blanc. Mais la réalité, c'est qu'il essaye, lui, de se faire blanc, mais que les blancs lui rappellent qu'il est noir. Il essaye d'être comme eux, mais il sent cette espèce de racisme ambiant. Et alors, comme il n'arrive pas à s'intégrer dans la société, le meilleur moyen dans cette situation, c'est de s'intégrer par la marge, c'est de s'intégrer par l'exclusion, ce que font 99% de ces jeunes qui le comprennent comme ceci, quand ils sont largués économiquement, socialement, c'est la marge qui t'intègre dans la société. Parce que c'est une façon d'être dans la société quand la société te dit que tu es dans sa marge. C'est une façon de s'intégrer, c'est là où tu vas trouver des alliés, qui soient blancs, qui soient noirs, c'est dans cette espèce de rejet de la société, c'est une façon de s'intégrer. C'est ça qui est très très étonnant. Le paradoxe, c'est ça. Dire que je ne suis pas vous, c'est une façon de me situer par rapport à vous.
d'être d'une certaine façon, vous êtes mon repère même si je ne suis pas en vous. Et cette marge, c'est ceci qui va lui permettre à lui de se situer dans cet univers-là. Comment? Eh bien, il commence à voler. Il commence à développer du proxénétisme. Il commence à faire des braquages. Et il se drogue. Et il dit, à ce moment-là, l'essentiel de ma vie est la drogue. Il n'y a que ça pour moi. C'est ce qui me fonde. Et effectivement, il développe dans la marge quelque chose qui lui permet d'être aussi un peu avec des blancs. Et quel est le sommet pour un noir dans une société de blancs qui vous rejette? Et il le dit lui-même, il dit, nous, ce qui nous intéressait à un moment, c'était d'aller jusqu'à séduire des blanches. C'est là qu'on montrait qu'on avait vraiment réussi. Et vous voyez tout ce que ça veut dire, qu'une attitude intellectuellement révoltée, sentimentalement aliénée, déchirement de la personnalité, voulant ressembler à cette société et ne voyant qu'il y a énormément de difficultés à s'intégrer, finalement, vouloir ressembler. Les gens te rappellent toujours que tu es noir, même si tu essayes d'être blanc, et à un moment donné, ça passe par la délinquance, par la marge, par la violence. Et il vivra comme ça pendant des années. Il vivra comme ça pendant des années jusqu'au moment où, effectivement, il y a un braquage qui termine mal. Il est pris en flagrant délit et la société américaine, vous le savez, a des règles pour les noirs et des règles pour les blancs jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les mêmes faits, si tu as de l'argent, tu peux sortir innocent. Si tu n'en as pas, tu peux être exécuté. Jusqu'à aujourd'hui encore, un processus extrêmement archaïque de la justice américaine qui fait que tout être de bonne conscience et de force de conviction devant Dieu ne peut être que contre la peine de mort aux États-Unis. Parce que c'est une horreur. Surtout ce système qui, véritablement, n'est pas une justice pour les Noirs, mais une exécution, pratiquement sommaire. Quant au blanc qui aurait fait quelque chose, dès qu'il a de l'argent, il s'en sort. Eh bien, lui, il se retrouve avec 10 ans de prison. Il n'en fera que 7. Et il entre en prison et nous entrons dans la deuxième partie de la vie de Malcolm X. La deuxième partie de la vie de Malcolm X, quand il entre en prison, Malcolm X, vous le savez et vous l'avez deviné à ce que j'ai dit, c'est une forte personnalité, cet homme. C'est une forte personnalité et tous ceux qui l'approchent, il en impose, il impressionne. Il impressionne par une force de caractère. Et il rentre en prison et qu'est-ce qu'ils vont en prison? Tous ceux qui sont maintenant derrière les barreaux et qui reviennent à une tradition religieuse et en particulier au christianisme. Et lui, à un moment donné, on vient lui parler de ça. Et il dit, le premier qui me parle de Dieu, je le casse. Et tout le monde le sait dans la prison, au point que le mot passe. Et vous savez comment on appelle Malcolm X dans les premiers mois d'emprisonnement? Satan. Satan. Et il ne fallait pas lui parler de ça. Lui, il ne fallait pas commencer à lui parler l'amour, l'autre, non. Ça cogne. C'est ça. Et je m'impose par la force de mon physique et par la force de ma prestance et de ma personnalité. C'est un rapport de force. C'est ça qui l'intéresse. Et il est comme ceci en prison pendant les premiers temps. Il se trouve que Malcolm X a 2 frères. Un s'appelle Reginald et l'autre s'appelle Philbert. Et eux, ils connaissent bien Malcolm X. Et les deux ont connu à l'extérieur de la prison un groupe musulman, qui est une secte en l'occurrence, qui a un homme qui dit être un nouveau prophète et un nouveau Dieu, Elijah Muhammad, et qui a fondé The Nation of Islam, la nation de l'islam. Et toute la philosophie de ce groupement sectaire, c'est fondé sur la primauté du noir sur toutes les autres races et le leadership d'un homme, prophète et Dieu. Elijah Muhammad, incarnation, mais prophète surtout, qui se présente comme le leader, et surtout le travail sur les Noirs doivent se libérer de l'oppression des Blancs. Ils sont supérieurs, fondamentalement supérieurs par le rôle que Dieu leur a donné, et ils doivent créer leur propre État noir, loin des Blancs. Et les 2 frères de Malcolm X sont rentrés là-dedans.
Et Reginald, il connaît bien son frère, Malcolm X. Il sait qu'il ne faut pas lui envoyer une lettre en lui disant Dieu, l'amour du prochain, la prière. C'est pas ça qui va marcher avec Malcolm X. Il faut lui parler différemment, il faut lui parler selon son tempérament. Et il a compris et il lui envoie une première lettre et il lui dit Malcolm, j'ai les moyens de te faire sortir de prison. Malcolm X, ça l'intéresse. Puis il lui envoie, il lui dit à partir de maintenant, il faut que tu cesses de manger du porc et de fumer. Là, il ne comprend pas bien. Bon, il lui parle. Mais ça l'intrigue, il dit peut-être qu'il a une combine. Et il dit je vais peut-être. Et il commence à. Et toute la prison sait, Malcolm ne mange plus de porc et ne fume plus. Et il lui envoie une lettre et il lui le touche exactement où Malcolm X a mal. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la confrontation avec l'univers, il est en révolte. C'est un homme révolté par rapport à la discrimination et c'est une forte personnalité. Et il sait exactement où toucher son frère. Il sait comment il faut lui parler et c'est par une lettre en particulier. Puis ensuite, son frère va lui envoyer une autre lettre. Mais ils vont travailler au corps et intelligemment leur frère. Et il lui envoie une lettre où il lui dit la chose suivante. Vous allez tout de suite comprendre comment il réussit à le toucher. Il lui dit « Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas, parce que le blanc s'est bien gardé de te le dire, que tu appartiens à une civilisation très ancienne, riche en or et en roi. Tu ne connais même pas ton vrai nom de famille. Tu ne reconnaîtrais pas ta propre langue si tu l'entendais parler. L'homme blanc t'a aliéné. Depuis le jour où le diable blanc t'a assassiné, violé, arraché à la terre natale, dans la personne de tes ancêtres, tu as été sa victime. » Il lui envoie une lettre et il le touche exactement. Il lui dit, en fait, t'es aliéné, t'es un noir. Malcolm, tu es noir. Et celui qui est ton ennemi, c'est le blanc. Et tu dois te révolter contre le blanc. Et c'est comme ceci que tu trouveras la liberté. Ça touche tout de suite Malcolm X. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une situation de révolte, il sent que cette société, il y est opposé, mais ça ne lui donne pas, il n'a pas d'opposant clair, il sait que c'est les Blancs, mais là, on lui dit très clairement une mission. Lutte contre, tu as un ennemi, c'est le blanc, tu as une identité, tu es noir, et ta mission, c'est de lutter pour sauver ces noirs. Et tout devient clair, c'est-à-dire qu'on lui donne les clés d'un combat, les clés et un sens à sa révolte. Avant, c'était diffus et il essayait d'être blanc, mais il se savait noir. Là, on lui dit assume, et tu sais même pas ton nom. D'ailleurs, ça va tellement être profond chez Malcolm X ceci, vous savez qu'il s'appelait Malcolm Little. Et lui, il a dit non. Little, ça c'est vous, les blancs, qui m'avez appelé Little. Moi, mon nom, je le sais pas. Et en mathématiques, ce qu'on ne sait pas, l'inconnu s'appelle X. À partir de maintenant, je m'appelle Malcolm X. Avant d'entrer en prison, il s'appelle Malcolm Little. Quand il sort de prison, c'est Malcolm X. Je suis celui qui ne sait pas d'où il vient parce que le blanc m'a volé ma propre identité. Et première détermination. Et son frère Philbert lui envoie une autre lettre et il le travaille jusqu'au moment où Malcolm X va entrer dans The Nation of Islam. Mais il y a une chose qui est très très importante que j'aimerais que vous entendiez. Au moment où quelque chose, il a le sens de la mission, Malcolm X va changer. Et il va changer sur un plan fondamental. Il va changer du tout au tout. Avant, c'était la personnalité, forte personnalité qui en imposait par sa personne. Et à un moment donné, quand il reçoit ces lettres et qu'il est en dialogue avec ses frères et jusqu'à Elijah Muhammad, eh bien, il s'engage dans une formation incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur sa route un frère pour qu'il vienne proche de Dieu. Mal encore. Mais il y a une chose qui est très très importante. C'est que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approche et avec, en plus de cette aide, une volonté incroyable, il se forme. Malcolm X en prison disparaît complètement cette personne qui en impose par la seule prestance et il passe
tous ces moments de récréation, toute une partie de ses nuits à lire. Il prend tous les livres et tous ceux qui étaient avec lui en prison disaient que c'était plus le même. Il allait à la bibliothèque, demandait qu'on lui envoie des livres. Il lit, il se forme. Et il se forme comme un fou. C'est-à-dire véritablement, il sent qu'il a une mission, il sent que son intelligence... Alors, ce qu'on lui avait nié à l'école, on lui dit « Mais t'es noir, t'as pas besoin de savoir, tu seras jamais avocat. » Tout à coup en prison, il dit « Je n'ai jamais été aussi libre qu'en prison parce que je pouvais avoir accès au savoir. » Et ça me paraît très très important parce que cet homme qui rentre en prison avec quelques années d'études en ressort, et tous ceux qui ont entendu Malcolm X après sa sortie de prison ont dit cet homme réunissait entre 10 000 et 15 000 personnes et quand vous l'entendiez, vous étiez victime d'un tremblement de terre. Il prenait son assemblée, il la faisait trembler. Et ça, par l'aide de Dieu, c'était son propre travail aussi. Dieu lui a donné la conscience, mais lui, il a travaillé. Il a travaillé à aller chercher dans les livres, à se former. Et il dit même, je prenais le dictionnaire et je lisais le dictionnaire, j'apprenais les mots. Je me suis formé, mais comme un fou. Et toute sa vie, il passera à son éducation personnelle. C'est pas quelqu'un qui s'est perdu dans la seule notoriété. Il avait une volonté. Et ça me paraît très important de savoir combien ce moment-là en prison, où il prend les livres, où il se forme, a été déterminant. Et il dit ceci dans cet ouvrage, quand il dit la chose suivante. Je comprends maintenant que la lecture éveilla en moi le désir profond, latent, de vivre intellectuellement. Je n'aspirais à aucun diplôme, autodidacte. Je m'apercevais un peu plus avec chaque livre que le noir américain était sourd, muet et aveugle. Tous mes quarts d'heure de liberté, je les remplis aujourd'hui encore par la lecture. Je lis tout ce qui me paraît être de nature à aider le noir, car le noir américain constitue un cas honteux d'oppression d'une minorité. Pourquoi s'imagine-t-il que son cas relève de la seule compétence des États-Unis, à cause de deux petits mots qui ne veulent rien dire, les droits civiques? Comment voulez-vous que le noir obtienne ses droits civiques s'il ne conquiert pas d'abord les droits de l'homme, s'il ne commence pas par reconnaître qu'il est partie intégrante d'un des plus grands peuples de la Terre? En d'autres termes, il comprend dans tout ce travail en prison de sa formation, et ça j'aimerais que vous l'entendiez bien parce que ça va être l'élément qui va complètement révolutionner son rapport. Il se forme. 1, il réagit. 2, il se forme. Quand il est en prison, il est en train d'emmagasiner tout le savoir de Nation of Islam qui fonde son principe sur l'islam, il y a un Dieu. 2, le peuple élu est le peuple noir, donc il y a l'idée d'un sectarisme raciste. Et dernier élément qui est important, c'est la figure de quelqu'un qui se présente comme une sorte de nouveau prophète qui s'appelle Elijah Muhammad. Elijah Muhammad qui est la figure du leader de ce mouvement-là et à qui on doit une obéissance absolument totale et la vénération. Malcolm X trouve dans cette articulation avec le Nation of Islam quelque chose qui est en train de penser ses plaies, c'est-à-dire de répondre à une sorte de vision qu'il a de lui qui est extrêmement négative. Et on s'aperçoit qu'au moment où il sort de prison, il va devenir, en l'espace de quelques années, la figure la plus populaire du mouvement. Véritablement quelqu'un qui, quand il intervient, il le dit d'ailleurs lui-même, quand il intervient dans un endroit, il y a 7 000, 10 000 personnes. C'est devenu la figure et en permanence, il insiste sur 3 choses. Toute sa construction par rapport à l'islam, elle est fondée sur 3 dimensions. La première des dimensions, c'est le leader, Elijah Muhammad. Et il le vénère. Et il dit d'ailleurs dans son ouvrage, vous savez, je l'adorais plus que ce qu'on dit quand on dit adorer un être humain. En d'autres termes, il y a cette idée du leader qu'il a mythifié, idéalisé. Et il n'arrête pas, chaque fois qu'il intervient, de dire Elijah Muhammad, prenez la photo, et de ce point de vue-là, instaurant un culte de la personnalité, mais qui est plus, et qui va même jusqu'à l'idolâtrie.
En d'autres termes, cet être-là lui restitue sa dignité. Deuxième des dimensions, un discours extrêmement agressif par rapport à la société américaine. Nous sommes des Noirs, nous sommes des nègres, et nous revendiquons cette dimension de notre négritude. Et on a encore des cassettes de cela. Et quand vous entendez les cassettes et les propos, vous avez percevé de quelqu'un qui est d'une violence verbale incroyable. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des blancs, vous nous avez spoliés, nous allons reprendre le pouvoir. Le leader, la réaction et le rejet, un discours extrêmement agressif. Et la troisième des choses, c'est que sa pratique de l'islam, sans être liée à toutes les prescriptions fondamentales de l'islam qu'on appellerait orthodoxe, est extrêmement rigide. C'est une pratique extrêmement militarisée. Extrêmement rigide au sens où, effectivement, c'est pas simplement un code moral, c'est vraiment, il faut que tu sois très dur avec toi. Il faut que tu sois extrêmement exigeant avec toi. Donc, une réalité de ce point de vue-là, tout à fait particulière. Et là, quand on doit analyser ça pour nous aujourd'hui, on se dit, c'est quand même étonnant. Faites une petite analyse d'ordre psychologique sur l'évolution. Et vous allez vous apercevoir, effectivement, que c'est sa jeunesse qui le rend vulnérable sur ces trois plans. C'est effectivement son parcours. C'est que l'idée d'être perdu par rapport à ses références, d'être perdu par rapport à l'image que l'on a de soi, traduit très très rapidement la réalité dans les communautés de pouvoir idéaliser quelqu'un, voire de l'idolâtrer. La vulnérabilité de sa confiance et dans l'incompréhension qu'on peut avoir d'un vrai rapport avec Dieu vous pousse à idolâtrer. Et effectivement, il y a quelque chose qui est dû ici à un parcours qui est le sien et qu'il va lui-même reconnaître. Il va en faire quelqu'un qui est effectivement au-delà de toute erreur. Et c'est ça qui va provoquer la transformation également par la suite. La deuxième des choses, c'est le discours de rejet, le discours de crispation. Le discours de Malcolm X pendant des années, c'est un discours qui est fondé sur le conflit, la revendication, qui n'est pas un discours de construction, qui est un discours de rejet. Et cela aussi, vous vous en apercevez dans toute dynamique sociale. La minorité exclue, quand elle ne se construit pas au travers de projets qui sont effectivement d'affirmation positive, elle ne se conçoit dans sa construction que dans le rejet. Et c'est le retour du pendule. Vous avez été nié et le lendemain vous commencez à être agressif. Et vous vous apercevez de ceci, même aujourd'hui dans nos banlieues et de nos cités, un discours extrêmement agressif par rapport à l'Occident, extrêmement violent, qui croit être fort parce qu'il est agressif, mais qui dans son agressivité ne révèle que sa fragilité. Et c'est ce qu'il dit, lui. Il dit, je me suis aperçu qu'en pensant me désaliéner, je m'aliénais une seconde fois. Et ça, il faut vraiment y réfléchir. C'est-à-dire qu'il comprend que le travail de structuration de son discours l'était surtout par rapport aux autres. Et puis la troisième des dimensions, celle que j'ai mis en évidence, c'est la rigidité. Et ça, vous le voyez parfois chez un certain nombre de nos jeunes, jusqu'à aujourd'hui. Quand ils viennent à l'islam, ils supposent que plus c'est restrictif dans leur démarche islamique. Hier, ils faisaient n'importe quoi. Et tout à coup, aujourd'hui, non seulement ils reviennent à l'islam, mais ils en rajoutent en matière de peine qu'ils s'imposent pour avoir l'impression que vraiment ils sont dedans. Et là, de ce point de vue-là, cette rigidité, elle n'est pas la marque d'un équilibre. Elle est la marque qu'on est rigide parce qu'on a été laxiste. Mais l'islam ne t'a jamais demandé d'être rigide parce que tu as été laxiste. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Si tu vas trop dans l'excès, c'est qu'il y a quelque chose. Tu ne deviens pas musulman parce que tu te reproches de ne pas l'avoir été. Mais si tu deviens comme ça rigide parce que tu as un reproche dans ce que tu as été, c'est que l'équilibre n'est pas atteint. Et il a cette attitude, et c'est ce sur quoi joue The Nation of Islam. Sois extrêmement dur avec toi, montre ta force dans cette rigidité-là, mais ce n'est pas du tout constructif, c'est conflictuel. L'attitude que tu as ne se construit que contre ce que tu rejettes. En d'autres termes, tu n'es pas musulman pour Dieu, tu es musulman contre eux, contre tous ceux qui ne sont pas toi. Et là, c'est vraiment le fait de jouer avec
toutes les dimensions des frustrations, mais pas avec les dimensions de la construction intime et spirituelle. On ne fonde pas sa spiritualité à partir de ces frustrations, même si ces frustrations peuvent permettre d'intensifier sa spiritualité. Et tout le discours de Nation of Islam jusqu'à maintenant, même si beaucoup de choses ont changé dans leur discours, mais qu'ils restent quand même liés à cette vision souvent raciste, eh bien il y a cette dimension de jouer, de surfer sur les inégalités, sur les frustrations, sur le malaise intérieur. Et ça nous pose une vraie question pour nous. Quelle construction de la personnalité musulmane propose-t-on à des jeunes qui disent toujours qu'ils sont musulmans, mais qui sont frustrés de leur identité par rapport à l'image qu'on en représente sur le plan médiatique? Est-ce qu'on va jouer sur une frustration et qui va provoquer une attitude de rejet, ou est-ce qu'on va être suffisamment conscient qu'il faut une éducation profonde pour construire quelque chose qui soit spirituellement équilibré? Ça ne veut pas dire que ce doit être socialement exclu ou socialement en rejet. C'est une question de fond que lui-même a vécue. Et dans cette attitude-là de conflit, trois phénomènes par rapport à l'environnement sont tout à fait étonnants. Écoutez bien, parce que vous allez vous dire, c'est incroyable. Incroyable comment l'histoire se répète. Nous sommes en 1900, entre 1952 et 1963, c'est-à-dire ces 11 ans, le mouvement prend une force incroyable. Malcolm X, quand il intervient à Boston, quand il intervient à Harlem, quand il traverse, il dit, il m'arrivait dans la même semaine parfois de traverser 3 fois les États-Unis. 3 fois. Donc il n'a cessé. C'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur et le discours est extrêmement agressif, revendicatif, révolutionnaire, sans compromis, rigide sur ses principes, et puis avec véritablement une dimension de... Et puis, ce qui est vrai, tous ceux qui ont assisté aux conférences de Malcolm X, une dimension extrêmement captivante de son discours. Un être qui, comme le dit un de ceux qui l'accompagnaient, prenait le cœur au début de son intervention et ne vous le rendait qu'à la fin. En matière de pression sur nous sommes ceci, nous luttons contre ceci. Donc un travail vraiment de revendication et de perception révolutionnaire. Et vous savez ce qui se passe? C'est que Malcolm X se rend compte a posteriori de 3 choses. La première, c'est la formidable audience des médias. Et il a même le sentiment à des moments donnés qu'on lui demande d'en rajouter. Vas-y, dis ceci. Comme un système qui produit son propre rejet et qui le médiatise pour confirmer justement l'agressivité de ceux qui s'opposent à lui. Et il a ce sentiment très fort. Et la preuve d'ailleurs, c'est que plus tard, après 1963, quand son discours changeait, il se dit mais les médias n'en parlaient plus. Ils ne parlent plus de ce discours constructif. Ce qui les intéresse, c'est la violence verbale. Et ce qui les a intéressés sur le plan médiatique, c'est cette espèce de conflit. Et chaque fois, on commence à l'inviter à toutes les émissions. Il fallait qu'il vienne. On l'interpelle parce qu'on avait envie d'avoir la parole de ce noir qui s'énerve, de ce noir qui rejette, de ce noir qui critique. Et les médias, dit-il, n'ont jamais été aussi présents que quand j'ai été agressif. Et ça devrait nous faire réfléchir. Le processus d'une société qui produit parfois ses propres positions radicales et qui en use au niveau médiatique, ça ne date pas de 1990. 1950, 1963, il a cette intuition. On parle de façon tout à fait étonnante de ce qu'il s'engage à faire. Et puis une autre chose. Écoutez, je vais vous lire un passage également étonnant. J'en ai pas encore pour long, hein. Assurez-vous. Juste encore une petite heure. Regardez ce qu'il dit. Non, Inch'Allah. Regardez ce qu'il dit. On nous surveillait. Nos téléphones étaient branchés sur la table d'écoute. Aujourd'hui encore, si je devais parler au téléphone de bombarder l'Empire State Building,
Je vous garantis que ce gratte-ciel serait cerné dans les 5 minutes. Au cours de mes conférences, je distinguais dans la salle les têtes du FBI et autres agents secrets. La police et le FBI ne cessaient de nous rendre visite et nous interroger à tout bout de champ. Ils ne me font pas peur, disait Muhammad, donc Elijah Muhammad. J'ai tout ce qu'il me faut, la vérité. En d'autres termes, il s'aperçoit d'une chose tout à fait étonnante. Accentuation médiatique sur les processus de radicalisation et surveillance généralisée du travail à la base des agents du FBI. Lui, il arrivait à les distinguer. D'ailleurs, il a été dit une fois qu'à un moment donné, il les ciblait dans la salle, à chacun son époque, en matière de surveillance. La réalité de surveillance policière, ça vous dit quelque chose? Sans commentaire. Donc, en l'occurrence ici, cette vraie réalité d'un système qui a aussi développé un rapport avec des entités, entre guillemets, à danger, mais qu'on entretient. Le sentiment de Malcolm X très vite au moment où il va disparaître, c'est qu'on a entretenu cette espèce de violence aussi. Alors il ne dit pas qu'il n'en était pas responsable, mais qu'il se rend compte qu'on l'a encouragé d'une certaine façon et qu'il s'est prêté au jeu. Et puis aussi une chose tout à fait étonnante, sur laquelle il reviendra à un moment de sa vie, mais à ce moment-là, il a un discours sur l'intégration extrêmement radical. Ça ne veut rien dire. J'ai essayé, dit-il. J'ai essayé de m'intégrer, moi. Moi, j'ai même essayé, quand j'étais noir, de devenir blanc. C'est vous dire si j'ai essayé de m'intégrer. Ben, ça a raté. Parce que même quand j'étais presque plus blanc que je n'étais noir, on m'a toujours fait penser et rappeler que j'étais encore noir. Donc, pas de réalité d'intégration. Il a un discours extrêmement dur, c'est cette réalité-là. Et là, un tout petit passage également qui dit ceci. Les Blancs nous ont assez dit qu'ils ne voulaient pas de voisins noirs. Et les familles, les communautés noires seraient sans doute plus hostiles encore que les blanches au mariage mixte. Les couples intégrés auront donc des enfants inadaptés, non désirés. Force nous est de conclure que l'intégration n'a d'intérêt ni pour les uns, ni pour les autres. Et puis, il continue sur la réalité de l'intégration. Il est tout à fait suspicieux quant à cette idée d'intégrer, et il dit c'est pas vrai. Vous nous dites que vous voulez nous intégrer, mais c'est pas vrai. Chaque fois vous nous faites rappeler qu'on est des noirs. Alors là, entendez, dans les références de l'époque, c'est blanc et noir. Chaque fois vous nous faites penser qu'on sera peut-être un peu blanc parmi vous, mais vous nous rappelez bien qu'on est et qu'on demeure des noirs. Et ça, c'est la réalité jusqu'en 1963. Malcolm X se développe par rapport à son environnement les 3 dimensions dont j'ai parlé, avec le discours agressif, avec la non-perception de l'intégration possible, avec l'idée effectivement d'une rigidité dans sa pratique, et puis en plus cette espèce de leadership, d'idolâtrie d'un être. Et puis il s'aperçoit que dans l'environnement, ça mousse, ça tient, ça bouge, on parle de ça, on met ça en avant, comme si c'était effectivement... Alors il s'aperçoit qu'il y a un jeu, on le met en avant, mais en même temps qu'on le met en avant et que c'est devenu une machine qui se présente comme l'expression de la résistance, on le diabolise. Et il a la conscience de la diabolisation. 1999, 2000, pour nous 1420, bientôt 1421, la réalité de la diabolisation. De cette espèce de phénomène pernicieux qui consiste à alimenter les perceptions parfois les plus radicales et les positions les plus sectaires et à en oublier la grande majorité. C'est par exemple, et ça je lui en veux très très fort d'avoir fait ça par exemple, surtout après des années où on sait combien les choses ont évolué, mais c'est par exemple Gilles Kepel qui écrit un livre qui s'appelle « À l'Ouest d'Allah » et qui parle des États-Unis en ne parlant que du mouvement de Nation of Islam, en laissant entendre que c'est le seul mouvement islamique qui travaille. Tous les autres qui travaillent dans l'intégration et tout ceci, ils n'existent pas. Il n'a mis le projecteur que sur les plus radicaux. Pourquoi ? Pourquoi cette volonté de les mettre en avant ? Quel est le but ? L'instrumentalisation des plus radicaux. Pourquoi ? Pour diaboliser ? Pour faire peur ? Pour continuer le même processus ? Alors que n'importe quelle personne, sociologue qui a vécu aux États-Unis, étudié les États-Unis, sait que ce n'est pas la réalité du terrain, elle n'est pas du tout celle-ci.
mais cette volonté de mettre en avant les secteurs les plus radicaux, même dans nos sociétés, aller chercher le propos le plus radical qui confirmera l'impossible intégration de tous au nom du propos le plus violent d'un seul ou de quelques-uns. Eh bien, 1963, Malcolm X est dans cette perception-là. Il reste ces 2 dernières années. Et ces 2 dernières années, il va y avoir quelque chose de tout à fait particulier. Premier élément, 2 assistantes d'Elijah Muhammad portent plainte contre lui et annoncent qu'il est le père de leurs enfants. Et peu à peu va être découvert effectivement qu'il est le père de 9 enfants avec des secrétaires et que la morale qu'il prêchait à l'intérieur de son groupement n'était pas la morale à laquelle lui-même s'applique. Donc, chose tout à fait étonnante, la démolition, l'explosion, la destruction de l'image idéale de celui qu'on idolâtrait. Un être humain n'est devenu qu'un être humain. Et Elijah Muhammad, cet être qu'il adulait, est bien devenu un être qui a trahi sa confiance et qui a trahi sa morale. Premier élément. Deuxième élément, le 22 novembre 1963, alors que Malcolm X a effectivement à ce moment-là une renommée quasi internationale, et en particulier aux États-Unis, il se passe, vous le savez, ce mois-là, la mort de Kennedy. Et il s'aperçoit à ce moment-là, on avait imposé le silence à tout le monde. Et Malcolm X va dire sur Kennedy, finalement, je ne connais pas la citation complète, mais l'essence du propos, c'est « il a récolté ce qu'il méritait ». Alors que vous savez qu'effectivement, dans la communauté aux États-Unis, ça a été un choc. Et donc, effectivement, retour de bâton, Elijah Muhammad se fâche, et Malcolm X, à partir de ce moment-là, s'aperçoit que, d'abord, on le pousse à l'isolement, il ne doit plus parler, on lui interdit de parler, parce que Elijah Muhammad, c'était ceci, il y avait la peine de solitude, plus personne ne lui parle, isolé complètement de la communauté, ou la peine du silence, et on lui avait imposé 3 mois de silence total. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Malcolm X est en train de se rendre compte de 2 choses. La première, c'est qu'on l'a trompé moralement au niveau de la tête de Nation of Islam. Mais la deuxième des choses dont il se rend compte, c'est qu'on veut l'éliminer de l'intérieur. Sa réputation et sa notoriété est trop grande. Et donc, de ce point de vue-là, on veut mettre un terme à son engagement. Et c'est une période de trouble pour lui. Jusqu'au moment, effectivement, où on le pousse à partir. Elijah Muhammad ne veut plus de Malcolm X, c'est pour 2 raisons. D'une part, parce que la confiance est brisée, il ne veut pas se soumettre de cette façon-là à la réalité de ce commandement, quelque chose s'est cassé. Et puis la deuxième des choses, c'est la personnalité même de Malcolm X qui a fait d'une certaine façon la notoriété de Nation of Islam. Et il y a une période de trouble de quelques mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Et regardez comment la 3e étape de sa vie est fondamentale, parce que 2 événements majeurs vont tout transformer. Le premier, c'est sa sœur, Ella. Sa sœur Ella était dans Nation of Islam, elle a commencé à fréquenter des musulmans qui venaient du monde arabe et qui venaient du monde et qui maîtrisaient la langue arabe. Elle s'est mise à apprendre l'arabe et peu à peu, elle est sortie de ce cadre-là pour lui, comme il l'appelle dans le texte, pour apprendre les principes et les fondements de l'islam orthodoxe. Donc, de la tradition musulmane hors de Nation of Islam. Et il voit sa sœur extrêmement forte et déterminée qui devient très très critique à l'endroit de Nation of Islam et qui est critique effectivement par vis-à-vis du manque de moralité de celui qui en est le responsable. Puis il y a un homme originaire d'Égypte qui a fait ses études à El-Azhar, Shawarbi, et qui rencontre Malcolm X. Malcolm X passait souvent devant chez lui, puis à un moment donné, il se dit, il est dans le doute, il ne sait plus très bien ce qu'il va faire, puis il va le voir. Et puis, Malcolm X dit, ce qu'il m'a dit ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. Et en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui rappelle un hadith du prophète, lui qui se battait dans la... Regardez ce qu'il lui dit. Il lui a fait changer de logique. Il lui a pas dit, ta force, c'est ta capacité d'entrer en conflit. Il lui a dit, ta foi, c'est ta capacité à aimer
il lui a rappelé le hadith du prophète La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui aime pour son frère, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il dira, Malcolm X, et il le répétera, ces paroles de cet homme que j'ai rencontré 10 minutes, 12 ans de travail avec Elijah Muhammad, et il rencontre un homme 10 minutes, et il lui change la portée. Ta foi, c'est pas ta capacité à t'opposer, c'est ta réalité à savoir aimer, c'est le sens de ce que tu aimes pour ton frère. Et ça va être une chose très importante. Sa sœur qu'il aime et cet homme vont être des choses, des éléments qui vont le changer complètement. Et puis il a deux choses qui restent son souci, écoutez bien, mais je crois que c'est important que vous compreniez bien la structuration de cette vie aussi. Il y a deux choses avec lesquelles il va rester extrêmement rigoureux. La première, c'est au moment même où il se dit « qu'est-ce que je vais devenir ?» il a un souci. Je servirai la base. Et il a cette formule « je suis du ghetto et je dois servir le ghetto ». Et dans une formule que, là également, je vais vous lire, que vous entendiez ceci. Regardez cet homme, parce que ça va être déterminant. C'est quelqu'un qui n'a jamais servi les princes. Il n'a jamais servi l'argent. Il n'a jamais servi par rapport à l'autorité politique, c'est resté un résistant et c'est surtout quelqu'un qui est resté proche de la base. Il a dit ceci, le ghetto savait que je ne l'avais jamais oublié. Je ne l'avais même pas quitté, sinon par nécessité, et j'y revenais toujours. J'avais l'instinct du ghetto, je sentais ses moindres poussées de fièvre, je parlais son langage. Je savais aussi que le noir le plus redoutable pour l'Amérique, c'est celui du ghetto. Comme il n'a pas de religion, pas de notion de morale, pas de sens civique, comme il n'a peur de rien, l'homme du ghetto, éternellement frustré, est un être fébrile, impatient de passer aux actes. Quoi qu'il entreprenne, il s'engage à fond. Le trafiqueur du ghetto exerce une grande fascination sur l'adolescent. Écoutez bien, parce que le ghetto, c'est aussi la réalité de certaines cités. Regardez ce qu'il dit. Le trafiqueur du ghetto exerce une grande fascination sur l'adolescent qui, généralement, a échoué à l'école et vu ses parents trimer toute leur vie. Une étincelle suffit. Ces jeunes sont capables de toutes les violences. Il dit ça en 1960. Il est en train de dire la réalité de ce ghetto. Il est potentiellement capable de tout et il est très dangereux pour la société. Et à un moment donné, il va changer son rapport conflictuel pour un rapport de service dans l'amour, et surtout une chose, je ne quitte pas la base. Je suis un homme du ghetto, j'y reste, je parle sa langue. Je sers et je parle sa langue. Et il se rend compte que dans ce domaine-là, celui qui parle sa langue va toucher un des secteurs de la société qui peut être le plus dangereux, effectivement, pour la société en question. Et le dernier élément qui va complètement changer sa vie, c'est le pèlerinage. Malcolm X part en pèlerinage et sans entrer dans les détails de ce qu'il y vit, il dira 3 choses l'ont fasciné. La première des choses, quand on lui pose la question sur le pèlerinage, qu'est-ce que vous en avez gardé? Il rencontre 20 étudiants. Et il dit, mais qu'est-ce que t'a apporté ce pèlerinage? Vous savez ce qu'il dit? La fraternité. Première des dimensions, la fraternité. Et n'oubliez pas ce que lui a dit Charolais. La fraternité, il dira cette fraternité. Deuxième élément, l'égalité des races. Le principe supérieur de Dieu met toutes les races à égalité. Il a compris ce que voulait dire Rabbu Hada al-Bayt, le Dieu de cette maison, c'est le Dieu de tous et de chacun. Et il n'y a pas de différence de race. Et l'autre chose qui est très importante aussi, quelqu'un qui, vraiment, il était dans un rapport conflictuel, vous savez ce que c'est? Mais vraiment, quand vous dites les petites choses de la vie comme ça nous changent, l'hospitalité, dit-il. Le fait que quelqu'un vous accueille et vous accueille comme un frère, c'est pas pareil. Il y a une différence entre l'hospitalité et la fraternité. Et ceci vont être 3 des dimensions qui vont être finalement très très importantes par rapport à sa vie. Et puis quand il retourne, il va faire 2 choses.
Quand il retourne de la Mecque, il va s'arrêter. Et là, les réalités, pour moi, sont intéressantes parce que mon père, rahimahullah, le rencontrera quand il viendra justement en Suisse. Et il y aura un échange avec lui. La dernière lettre qu'il envoie, il l'envoie en Suisse à mon père sur 10 questions qu'il lui avait posées. Ils s'étaient rencontrés en Suisse et le cheminement avait continué. Et le souvenir que j'ai de ce que m'avait dit mon père, rahimahullah, c'était de mettre en évidence que tout à coup quelque chose avait changé. Il allait servir d'une autre façon, une vision beaucoup plus importante d'une humanité, d'une umma de toutes les couleurs. Et ensuite il va passer de la Suisse, il va aller en Afrique. Et en Afrique, il se fait rappeler à l'ordre. Il intervient en Ghana et quelqu'un vient vers lui à la fin, un groupe d'étudiants, quelqu'un en particulier dit « Nous on n'aime pas qu'on nous appelle les Noirs. Nous on est des Afro-Américains, des Africains ou des Afro-Américains, n'est pas des Noirs ni des Nègres. » Il lui a changé le vocabulaire. Il lui a donné une réalité plutôt qu'une réaction. Un nègre, c'est quelqu'un qui se définit par quelqu'un qui l'appelle nègre. Mais quand tu dis qu'on est des Afro-Américains ou des Africains, tu dis la réalité de notre source. En d'autres termes, définis-toi par ce que tu es, non pas par ce qu'on a fait de toi. T'es pas un nègre. Et tant que tu dis nègre, c'est que t'as pas acquis le fait qu'on pense que t'es un nègre quand on est blanc. Donc les mots que tu emploies disent la mentalité que tu as. Et tout à coup, il dit dans le texte, j'ai décidé de ne plus utiliser le mot noir ni nègre. Et il change de vocabulaire. Vous avez remarqué, dans la dernière partie de sa vie, le racisme n'est plus devenu l'élément fondamental de son engagement, mais Tawhid, Dieu. Le deuxième élément, le passage dans son cœur d'une dimension de réaction à une dimension de fraternité. Et la troisième des dimensions, le vocabulaire. Ce que tu dis, dit quelque chose de ce que tu sens. Et attention aux mots que tu dis avec force, mais qui en fait ne sont que les réalités de choses que tu n'as pas assumées. Tant que tu dis « je suis un nègre », c'est que tu as encore cette espèce de relent, de ressentiment par rapport au blanc. Quand il revient de la Mecque, tout a changé. Il revient et il apprend que Elijah Muhammad, pendant son absence, n'a cessé de s'en prendre à lui, voire même qu'on a dit qu'il y avait une cache d'armes et qu'il voulait commencer des actions violentes. Il a la conscience qu'on est en train de tramer contre lui. Il a la conscience également qu'Elijah Muhammad est effectivement en relation avec le FBI, les mouvements les plus radicaux en relation avec les services de sécurité. Les mouvements les plus radicaux en relation avec les services de sécurité. Si quelqu'un a l'honnêteté de faire l'analyse jusqu'au bout de ce qui peut se passer parfois en Europe, de ce qui est laissé faire par des mouvements extrêmement radicaux, par exemple en Angleterre, au vu et au su de Scotland Yard, de ce qui est fait parfois également avec des services de sécurité jusqu'en Algérie, on se dit, attention, il se pourrait qu'il y ait une instrumentalisation des plus radicaux, même quand ils sont sincères. Et c'est exactement ce qui se passe. Il apprend deux choses. La première, effectivement, c'est qu'il y a un lien entre les deux, et qu'on parle de cache d'armes, et que, effectivement, il commence à devenir dangereux. Dans la dernière lettre qu'il écrit à mon père, il dit « Ils savent que j'ai découvert le véritable islam, the true islam, et ils vont me tuer. » Il dit « Ils vont me tuer ». C'était la lettre qu'il y avait sur sa machine à écrire le moment où Betty Shabazz est venue prendre ce qu'il était en train d'écrire la nuit, la veille de son assassinat. Il sait qu'on va le tuer. Et il a la conscience d'un complot contre lui. Mais juste avant cela, juste avant cet assassinat-là, quelque chose de vraiment très important pendant les quelques mois qui vont le séparer de la mort sont à étudier, et on en dira un mot et on s'arrête là. La première des choses, c'est effectivement une triple réalité. Malcolm X revient, s'appelle désormais Malik Shabazz. Vous savez, Malcolm X, le X était pour inconnu. Et le X lui-même était une agression. J'agresse ma société, je m'appelle plus Little, je m'appelle X. Vous m'avez pris mon nom. Quand il revient, il dit non, tout ça c'est pas moi. Je m'appelle Malik Shabazz. El Hajj Malik Shabazz. Et ma réalité, ça va être non pas la défense des Noirs, mais l'engagement pour l'islam, le véritable islam, l'islam du Tawhid, et la défense de tous les opprimés.
Et il y a une chose qui est tout à fait importante. Quand il passe à la Mecque et qu'il voit cette réunion internationale et qu'il va en Afrique, il dit, il faut passer de la conscience nationale à la conscience internationale et universelle. Nous participons de quelque chose de plus grand. Et quand tes opposants veulent te mettre la tête dans le guidon, toi, il faut que tu regardes la route. Il faut que tu regardes là où tu vas. Et il développe dans la fin de sa vie une conscience de relation internationale. Et pour la première fois, il sort du ghetto mental dans lequel il est. Il dit, je commençais à avoir des relations avec des Blancs. Des Blancs voulaient faire partie de notre groupement. Dans un premier temps, il l'a refusé, mais effectivement, il reconnaît la dimension de la relation. Et il développe quelque chose de tout à fait étonnant. Un partenariat large avec tous les défenseurs des droits. Non pas simplement les Noirs pour les Noirs, non. Pour la première fois, il développe effectivement la relation avec les chrétiens engagés, avec les Africains, avec Cuba, avec tous ceux qui sont porteurs de résistance à un ordre d'oppression. Il développe l'idée de l'international des opprimés, mais pas dans la violence, dans la résistance. Ça ne veut pas dire qu'il n'admettait pas, et à cette époque-là on l'admettait, même dans les mouvements de gauche, une résistance armée à une exploitation, à une colonisation. Le discours qu'on nous tient maintenant sur la non-violence tous azimuts, dans sa noblesse, ne doit pas nous faire oublier la réalité des discours qu'on tenait dans les années 60 dans les milieux de gauche. Et lui, il est dans cette position-là, au nom de l'islam. Et les trois dimensions de sa transformation sont la réalité de sa pratique. Il dit, j'ai appris à la Mecque. Et en revenant au Tawhid, j'ai appris la réalité d'une pratique qui était une pratique spirituelle, une pratique profonde, une pratique réelle de sa religion. Ça, c'est le domaine intérieur, le cœur. Le domaine intellectuel, je suis passé de la préoccupation nationale à la préoccupation internationale universelle, et je suis passé du service des Noirs au service de l'humanité. Et il a une intuition. Il revient de la Mecque, et les médias viennent lui mettre certains médias viennent lui mettre le micro sous la bouche, et ils attendent de lui qu'il s'énerve, qu'il crie, et rien de tout ça. Rien de tout ça. Il parlera avec calme, et quand il parle avec calme, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant pour se rendre compte de la conscience qu'il a du jeu que l'on mène. Moi-même, au sommet d'une colline en terre sainte, lorsqu'il est en pèlerinage, j'avais compris soudain combien il est dangereux de tenir tout homme, quel qu'il soit, pour un Dieu qui sert d'un Dieu. Donc il se démarque d'Elijah Muhammad. J'en ai assez de la propagande des autres, avais-je alors écrit à des amis. Je suis pour la vérité. Regardez ce qu'il dit. Je suis pour la vérité, quel que soit l'homme qui l'a dit. Je suis pour la justice, quels que soient ses défenseurs et ses détracteurs. Je suis avant et par-dessus tout un être humain. Et à ce titre, je suis pour ce qui est bon pour l'humanité dans son ensemble, dit-il en italique. Regardez ce qu'il dit juste après avoir. C'est ça, Malcolm X, la fin de sa vie. C'est les 2 dernières années, un changement radical, une vision totalement nouvelle de son engagement. La plupart des journaux américains passèrent sur silence ces déclarations, par lesquelles j'essayais de trouver une nouvelle voie pour les Noirs. Les incidents se multipliaient tout au long du long été brûlant de 1964, et on m'accusait sans cesse d'inciter les Noirs à la révolte, à la violence. En d'autres termes, non seulement les médias ne disent plus rien du nouveau Malek Shabazz qui est venu, on insiste sur le fait qu'il est le partisan de la violence. Pourquoi ? Pour justifier, quelques mois plus tard, par l'intermédiaire de quelque chose qu'on a monté, un conflit interne avec The Nation of Islam, où il sera exécuté de 19 balles par des gens qui effectivement interviennent au moment où il prend la parole. Vous savez ce que l'on a su? C'est que le garde du corps, un des amis de Malek Shabazz, qui a accompagné cet homme pendant 10 ans, qui a été son confident, son propre garde du corps était un indique du FBI. Pendant les 10 dernières années, il a été accompagné dans son cheminement affectif et intellectuel et spirituel par quelqu'un qui était un indicateur, qui était quelqu'un qui prenait des renseignements. Et tous ces déplacements étaient effectivement liés à la surveillance, et il mourra en février 1965 de ces 19 balles,
Et il dit la chose suivante. Vous verrez, dans le meilleur des cas, on me collera, alors il part toujours de ce qu'on dira après sa mort. Vous verrez, dans le meilleur des cas, on me collera l'étiquette de noir irresponsable. Les leaders noirs responsables étant précisément ceux qui n'obtiennent jamais de résultats. Moi, j'en ai obtenu quelques-uns. Depuis que je suis devenu un leader, entre guillemets, en quelque sorte des Noirs américains, chaque nouvelle offensive, chaque nouvelle contre-attaque de l'homme blanc m'a rassuré. Plus il m'attaquait, plus j'étais sûr d'être sur la bonne voie et d'œuvrer dans l'intérêt des Noirs en défendant ses positions. Le raciste blanc me certifiait que je ferais à l'homme noir quelque chose de valable. Oui, j'ai chéri mon rôle de démagogue, entre guillemets. Je sais que bien des sociétés assassinent les hommes qui les ont aidés à muer. Si je meurs en ayant apporté la plus petite lumière, la plus petite parcelle de vérité, si je meurs en ayant pu contribuer à détruire le cancer raciste qui ronge la chair américaine, alors tout le mérite en revient à Allah. Ne m'imputez que les erreurs. Sur les dernières paroles qu'il dit à celui qui fera son autobiographie et qui mourra sur ces mots-là, mais permettez-moi simplement de vous rappeler une chose. Une enfance frustrée, le regard de parents perdus, la réalité d'un retour à des références qui vont être des références réactives, d'un discours radicalisé et d'une attitude de rejet, pour ensuite passer à une attitude un peu plus mûre, celle qu'il vivra par l'intermédiaire, regardez, 2 personnes qu'il rencontre et un voyage qui est, et quel voyage, qui est le voyage du pèlerinage. Et cet homme ressort changé, et il comprend une chose. La référence musulmane est une référence pour soi, elle n'est pas une référence contre les gens. Que la véritable parole de l'islam n'est pas une parole de rejet, est une parole d'union et de service de l'humanité. Et que la dernière des dimensions fondamentales qu'il faut pouvoir développer, c'est effectivement un rapport de vision globale, même s'il y a un engagement local dans le travail que l'on fait. Ne pas se tromper sur les enjeux. Mais en même temps, j'aimerais vous dire une chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Il est allé jusqu'au bout, il savait qu'il allait mourir. Mais une chose qui est quand même très 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 importante dans tout ça, il était extrêmement exigeant avec lui-même. Extrêmement exigeant avec lui-même. Très rigoureux dans sa façon de se comporter avec les gens. Mais surtout une chose, il a changé de disposition par rapport à Dieu et par rapport aux gens. Mais à aucun moment il n'a démissionné. Et la vie de Malcolm X, c'est quand même une chose de très importante. Il a refusé à la fin de sa vie le rejet, l'exclusion, la violence verbale. Il est passé à la douceur, il est passé au service de l'humanité, mais il n'a jamais trahi et il n'a jamais démissionné jusqu'à accepter le sacrifice. Et quand vous vous rappelez de ce que j'ai dit de Moussa alayhi salam, il nous a enseigné une chose. Parle le langage et la logique des gens qui t'entendent, mais ne trahis aucun principe. Le principe ne le trahit pas, même si tu dois être entendu par la société dans laquelle tu vis. Et je crois que Malcolm X, rahimahullah, Malik Shabazz, est un bon exemple de cette vie-là.